Bonjour, nous lançons aujourd'hui une réflexion qui s'inscrit dans la ligne directe de notre PAD. Alors, notre PAD, c'est quoi? Depuis 2 ans à la FDSEA 49, on réfléchit sur notre vision que pourrait avoir l'agriculture à 2035, sur tous les sujets. Et aujourd'hui, nous lançons une réflexion qui s'inscrit dans la ligne directe de notre PAD. En Loire, on a réfléchi à l'ensemble des sujets sur l'agriculture et pour en écrire une vision à 2035 à peu près. Voilà. Et du coup, la partie environnementale se veut positive pour des exploitations plus résilientes. Les enjeux environnementaux et climatiques, nous en avons conscience, nous le vivons tous les jours, et nous sommes les premiers concernés. Mais nous pouvons et nous devons faire partie de la solution, mais la tâche est grande. En effet, il faut que le monde agricole continue de chercher à s'adapter. Le chemin est encore long, mais il faut que l'approche environnementale ne soit pas seulement une approche de contraintes administratives. Il nous faut amener des réductions dans nos coûts de production et au minimum maintenir nos niveaux de production et surtout amener beaucoup de résilience dans nos systèmes. Il nous faut aussi redonner confiance à l'administration pour qu'elle puisse, à un moment ou à un autre, desserrer le taux qui nous est imposé. Et enfin, il nous faut être un contrepoids aux associations environnementales qui ont souvent une approche idyllique et dogmatique de l'environnement et qui sont parfois loin des besoins de la planète et de la société. Car les choses sont bien souvent plus complexes que ce qu'ils veulent nous dire. Pour cela, nous devons construire une argumentation, nous devons commencer par comprendre les enjeux d'une manière globale, car la solution simple n'existe pas, et malheureusement, il faut éviter une approche en silo, au maximum. Pour moi, il y a deux grandes approches qui peuvent être abordées en agriculture, qui sont le cycle de l'eau et le cycle du carbone. Pour commencer, nous avons choisi l'eau. L'idée est de réinterroger l'ensemble du cycle de l'eau et de réfléchir ensemble aux endroits de ce cycle où nous, l'agriculture ou la société, on peut intervenir pour améliorer ce cycle de l'eau et que l'on subisse moins les excès et les manques d'eau. Voilà. Ce choix n'est pas anodin car jusqu'en 2018, de l'année dernière, on pensait qu'il fallait gérer l'eau en excès seulement. Mais depuis, on a vécu 2024 et maintenant nous savons et nous devons apprendre aussi à gérer l'eau en excès. Et là, seule une approche globale peut nous aider. Pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Samuel Bonvoisin qui va nous aider, qui va nous apporter un exemple de vision globale. Je vais le laisser se présenter, mais avant, il faut juste bien savoir que dans une approche globale sur l'eau, l'agriculture joue un rôle majeur. Il faut donc attendre des pistes de solutions, mais certains messages peuvent nous affecter un peu plus. Ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas en avoir conscience, pardon. Le plus important est de l'avoir en tête pour réfléchir à l'ensemble des solutions acceptables par la profession et la société. Moi, donc, je m'appelle Samuel Bonvoisin. En fait, je suis fils d'abord d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur du Pas-de-Calais. Donc, moi, j'ai grandi sur un territoire qui s'appelle le plateau de Montreuil, qui est un territoire aujourd'hui qui est un plateau plutôt céréalier. Mais moi, j'ai grandi dans une ferme en polyculture élevage avec voilà, des pommes de terre, notamment des betteraves, des céréales, des légumes aussi, notamment des choux, et puis surtout des vaches laitières. Donc, voilà, ça, c'est mon enfance. Et je dirais, ça a un peu un lien après avec ce que je vais raconter après, mais j'ai grandi dans une ferme en tension, avec beaucoup de questions. Mon père et son frère qui étaient en GAEC, ils ont passé toute leur vie professionnelle à, entre guillemets, se chamailler, c'est-à-dire parfois gentiment et puis parfois aussi plus durement, parce que bah, voilà, l'agriculture est traversée par plein de sujets de société, plein de questions, on ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller. Et c'est une ferme qui avait pris très tôt, mon grand-père avait pris très tôt le virage de l'agrandissement, de la modernisation, voilà, des choix forts qui ont été faits à l'époque. Du coup, moi, j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, avec, à cette époque-là, en tout cas, voire pas trop de réflexion sur l'eau. C'est-à-dire l'eau, bah, en fait, on en a, il n'y a pas vraiment de problème. On n'a pas l'impression qu'on peut souffrir de manque ou de trop d'eau. C'était une région aussi à l'époque où il n'y avait pas du tout d'irrigation. Là, ça a vraiment commencé et maintenant ça se développe vraiment aussi dans le département du Pas-de-Calais. Voilà, j'ai fait des études à Beauvais, d'ingénieur agronome.
Je dois dire que ça a été compliqué pour moi la période des études parce que j'avais envie qu'on parle des sujets qui fâchent un peu et je trouvais qu'on les évitait souvent. Et donc peut-être que je fais partie des personnes bah ouais, qui ont besoin de se confronter à la réalité, aux problèmes. Et voilà, voilà, j'aime bien ça en fait, et j'ai pas peur aussi. Bah, des fois, oui, c'est pas facile, on rentre dans de la complexité. Le monde est complexe en fait. Et moi, s'il y a bien un truc, et c'est là où je te rejoins notamment sur le discours par rapport aux associations écologistes, c'est ce truc de présenter les choses comme si c'était simple et comme s'il suffisait, bah si, il suffit de faire comme ça, et puis vous verrez, tout va se résoudre. Non, en fait, c'est beaucoup de choses, mais simple, c'est pas simple. Ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions, beaucoup de dialogue. Et donc, une partie de l'énergie avec laquelle j'arrive cet après-midi, c'est d'être dans le dialogue. Moi, j'ai pas de vérité à proposer. Par contre, je vais essayer de vous proposer un petit un dézoom en fait pour essayer de mieux comprendre le sujet. C'est un chemin que j'ai fait moi-même depuis une dizaine d'années d'essayer de mieux comprendre la thématique de l'eau, pour essayer d'aborder le sujet de manière qui soit d'abord et avant tout scientifique et pas dogmatique, et puis après d'essayer de le mettre en place. Donc mon métier, en fait, ces dernières années, j'ai accompagné pas mal d'agriculteurs et de groupes d'agriculteurs dans mon département qui est celui de la Drôme. Donc dans la Drôme, nous, au sud de Lyon, on a plutôt une problématique liée au manque plutôt qu'à l'excès d'eau, même si on peut avoir aussi un peu les deux. Euh, ce qui est certain quand on accompagne les agriculteurs, et vous le savez, hein, c'est qu'il y a un truc auquel on ne peut pas toucher, c'est la rentabilité, le fonctionnement, l'économie d'une ferme. Et donc dans tous les cas, les solutions qu'on cherche et qu'on va trouver, bah, ça passe par le fait qu'on accompagne les changements, on prend le temps, même si des fois il y a d'urgence et même s'il y a la pression de la société, bah, on prend le temps. Et on cherche des solutions et on discute et on échange entre agriculteurs et on essaie de faire ça de manière pragmatique et en avançant. Voilà un peu pour trois éléments de contexte sur comment je travaille. Comme je suis agronome, je suis expert de tout et de rien. C'est-à-dire, moi, mon métier, c'est plutôt le sol et la compréhension du sol et de la fertilité du sol à la base. Je suis pas hydrologue, je suis pas hydrogéologue. Donc depuis quelques années maintenant, je travaille au quotidien avec ces métiers-là. J'essaie de comprendre un peu tous ces sujets-là, mais voilà, j'ai pas une connaissance qui est parfaite, loin de là du sujet, mais je me confronte beaucoup. Donc du coup, je pense que voilà, j'améliore un peu régulièrement ma compréhension de ces sujets. Je pense que je dis moins de bêtises que ce que je disais il y a quelques années. Mais pour moi, il n'y a il y a rien qui vaut la réalité du terrain. Cette intervention, je l'ai intitulée Et si on pouvait cultiver l'eau? En fait, quand j'étais gamin, il y a, on va dire, principalement deux choses qui m'ont été transmises par mes parents et mes grands-parents sur la thématique de l'eau. La première chose, c'est l'eau, il ne faut pas la gaspiller. Donc il y avait la notion de sobriété, même si on n'utilisait pas ce mot-là, qui était quand même présente. Voilà, il faut faire attention, l'eau c'est précieux. Voilà, ça m'a été. Je me souviens notamment de ma grand-mère qui me disait ça, l'eau c'est précieux, il faut faire attention. Et puis un autre truc, c'est l'eau, il faut pas la polluer. Voilà. Donc c'était un peu les deux sujets. Il y avait pas vraiment d'autres choses à avoir, quoi. Une fois qu'on a appliqué ça, bah, plus ou moins, on a résolu entre guillemets les problèmes de l'eau. Alors résolu, c'est un grand mot hein, parce que c'est quand même des challenges, hein. Mais j'avais j'avais vraiment cette vision-là et j'avais pas encore du tout touché à cette approche que je vais vous présenter cet après-midi. Et ce que je dois dire, c'est que pendant longtemps, par exemple, quand il y a eu commencé à y avoir les histoires autour des stockages et tout ça, en fait, j'étais plus ou moins d'accord. C'est-à-dire, je me disais, bah oui, c'est vrai, il faut faire attention, l'eau c'est précieux. Donc la première chose, je vais aller droit au but, hein, mais peut-être le truc le plus important qu'il faut comprendre, c'est que l'eau ne tombe pas du ciel. Alors, vous savez, cette expression, quand on dit quelque chose tombe du ciel, c'est quand on pense que les choses arrivent et c'est un peu une fatalité. Donc, il pleut trop, c'est une catastrophe, il y a trop d'eau. Mais voilà, les discussions souvent qu'on a avec les voisins, avec la famille, c'est ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut pas changer la météo, c'est comme ça, quoi. Il pleut, bon, bah, il faut bien faire avec. Pareil dans le cas du pas assez d'eau, hein, moi, par chez moi ou chez vous, même en 2021-2022, enfin 2022-2023, voilà, on peut avoir ce truc de se dire, bon, bah, il pleut pas, c'est comme ça. Et en fait, autant sur le climat, avec les histoires de gaz à effet de serre et tout ça, on a plus ou moins accepté l'idée que nous, les humains, on participe à modifier, à influencer le climat avec nos activités. Autant sur les cycles de l'eau, il n'y a pas encore eu vraiment cette prise de conscience. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, quand on pense au cycle de l'eau, on ne voit pas l'homme dedans. On ne s'imagine pas que nous, les humains, eh ben, on participe au cycle de l'eau.
Et pourtant, on le fait de plein de manières, et on va le voir, et ça fait 30 ans qu'on le sait, qu'on a une influence sur les cycles de l'eau. Et donc, en quelque sorte, même si on ne contrôle pas la météo évidemment, en quelque sorte, on est déjà en train de modifier les précipitations comme vision. En fait, si on prend toutes les précipitations continentales dans le monde, donc toutes les pluies qui tombent sur tous les océans de la planète, il y a les 2 tiers de l'eau de pluie qui vient de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'évaporation des sols et la transpiration des végétaux. Donc il y a une hydrologue suédoise qui s'appelle Falkenmark, qui en 1997 a proposé le terme d'eau bleue pour parler de l'eau qui vient des océans, des mers, des lacs, des rivières, donc l'eau qui est visible entre guillemets, et parler d'eau verte pour l'eau qui vient de la nature, quoi. Enfin, en tout cas des continents des paysages continentaux. Et en fait, ça c'est vraiment hyper important de comprendre ça, c'est que l'essentiel des pluies, des phénomènes de pluie, les 2 tiers, en fait c'est de l'eau qui est issue de nos paysages. Quand on agit sur les paysages, quand on transforme les paysages, ben, en fait on va avoir une incidence sur un mouvement, un cycle, le cycle de l'eau verte, qui est responsable de l'essentiel des pluies sur les continents. Donc moi, franchement, ça m'a un peu choqué déjà d'apprendre ça il y a une dizaine d'années, alors que j'étais déjà un peu dans cette dynamique d'essayer de se poser la question comment est-ce qu'en agriculture on peut faire pour voilà, t'as parlé tout à l'heure de résilience, avoir des fermes résilientes et tout ça. Mais là, ça m'a scotché, quoi. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris ça à l'école? C'est quoi le problème, en fait? Pourquoi est-ce que on n'explique pas aux gens que, en fait, quand on fait des choses, voilà, on influence les paysages, bah, en fait, on influence directement le cycle de l'eau à travers notamment les cycles de l'eau verte. Alors, ces histoires de cycle de l'eau verte, en fait, ça intervient dans les modèles climatiques sous un nom particulier qui est le recyclage continental des précipitations. Alors, c'est quoi le recyclage continental des précipitations? Ben, en fait, les continents, ils jouent un peu le rôle de trampoline. Il y a une partie de l'eau qui va tomber sur les continents. Donc là, on voit ici voilà, l'évaporation des océans, donc l'eau bleue. Ça va tomber sous forme de pluie. Et il y a une partie de cette humidité qui est renvoyée dans l'atmosphère et qui va retomber comme ça et qui va encore retomber jusqu'à 5 ou 6 fois. Donc quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, on a un recyclage continental qui est effectif et ça va permettre de diffuser l'humidité dans les continents. Donc ça va avoir 2 conséquences. La première, c'est qu'il va y avoir une meilleure diffusion spatiale. Ça veut dire qu'il y aura moins des gros écarts de précipitation entre un territoire et un territoire voisin. Ça va lisser, on va dire, les précipitations entre les territoires. Et en plus de ça, ça va avoir une conséquence sur la répartition temporelle de l'humidité, puisque en fait, on va avoir plus de jours. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans l'époque récente, parce qu'on a eu aussi plus de moyens. On a des ressources, du pétrole notamment, à disposition pour pouvoir transformer plus vite le paysage. Et puis j'ai pris des exemples en France parce que je pourrais vous parler de la déforestation de la forêt amazonienne, mais en fait on serait tous là impuissants à se dire bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc on va regarder ce qu'on peut faire chez nous. Ce qui est sûr, c'est que sur les 50 dernières années, on a beaucoup transformé le paysage. On l'a fait en agriculture, on va en parler pas mal évidemment, mais je voulais pas parler que de l'agriculture parce que ça serait malhonnête vis-à-vis d'abord du monde agricole et aussi vis-à-vis de la société, parce qu'en fait on a fait ça partout. On l'a fait aussi dans la gestion des forêts, on l'a fait dans la gestion des rivières, et on l'a fait évidemment dans l'urbanisation et la gestion de l'eau dans les villes. Si on parle de l'agriculture, un des trucs les plus marquants évidemment c'est le remembrement. Le remembrement, c'est quand même massif comme transformation des paysages, parce qu'on a retiré énormément d'obstacles à l'écoulement naturel de l'eau. Une haie, un talus, une mare, il y en avait vraiment partout dans les paysages. Alors tous les paysages étaient différents, je ne sais pas à quel point par exemple votre département a été remembré. Je sais qu'il y a des départements qui étaient déjà très ouverts et où finalement il y a eu peu de haies arrachées, etc. Mais il y a eu des départements où ça a été quand même très fort avec des transformations assez brutales et rapides finalement du paysage. Et ça c'est un bon exemple parce que c'est exactement vraiment, quand on parle de l'accélération des cycles de l'eau, en fait, on parle de la capacité qui a diminué des continents à retenir l'eau. Et ce temps, quand on dit que les continents, ils ont besoin d'avoir du temps pour retenir l'eau, c'est le temps qu'il faut pour l'eau pour s'infiltrer, pour recharger les nappes, pour recharger les sols, pour être utilisée par les plantes pour faire de l'évapotranspiration.
Et donc, quand ce temps-là, il est plus présent, parce que en fait, l'eau, elle va tout de suite s'accélérer, se concentrer et chasser et tirer vers les cours d'eau, etc. Et ben en fait, on perd immédiatement, c'est des hectolitres, puis après, c'est des millions de litres qui sont immédiatement perdus en fait pour cette capacité des paysages à fonctionner normalement et notamment à faire fonctionner les cycles de l'eau verte. Il faut entre 200 et 1000 ans pour la nature pour créer 2,5 cm de sol. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédogénèse, donc la formation du sol. D'accord? Alors pourquoi entre 200 et 1000 ans? Parce que le sol se forme plus vite au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Donc voilà, il y a un delta selon où on se situe. Euh, quand on regarde les chiffres aujourd'hui des endroits dans le monde, alors la France est pas forcément la pire là-dedans, mais en tout cas les endroits dans le monde où l'agriculture s'est industrialisée au XXe siècle, en moyenne, on perd les fameux 2,5 cm de sol tous les 16 ans. Et ça, c'est vraiment pas du tout anodin, parce que le sol étant vraiment cette interface qui va permettre à l'eau de s'infiltrer, qui va permettre de stocker de l'eau, qui va permettre de favoriser l'implantation des cultures, et donc c'est de mieux comprendre les sujets pour pouvoir mieux les expliquer. Et moi, je pense qu'une partie de ce que j'ai compris de votre besoin, c'est aussi de pouvoir convaincre en fait des gens, de pouvoir influencer des politiques publiques, de pouvoir dialoguer avec la société. C'est quand on interroge les scientifiques et on leur demande qu'est-ce qui fait qu'un paysage est efficace pour alimenter les cycles de l'eau, la première chose dont ils nous parlent, enfin dont moi ils m'ont parlé, c'est ils m'ont parlé de la rugosité du paysage. Alors je ne sais pas si vous voyez sur ces images, on le voit bien sur l'image de droite, quand on regarde le dessus des forêts, notamment là d'une forêt naturelle, en fait, on se rend compte que cette forêt, elle n'est pas lisse. C'est pas tout plat comme ça. Et ça, il y a une certaine forme de rugosité. Alors nous, on parle aussi de paysage en boîte à œufs, pour avoir l'image des creux des bosses, des creux des bosses. Et en fait, cette rugosité, ça favorise le renvoi d'humidité dans l'atmosphère. Autrement dit, si vous avez un paysage qui est lisse, bah, pendant la journée, les températures elles vont se réchauffer de manière homogène, et pendant la nuit, ça va se refroidir de manière homogène. D'accord? Et du coup, bah, ça produit rien de particulier. Éventuellement, vous aurez un peu de rosée matinale, ou vous pouvez avoir un peu de brouillard, mais c'est tout. Quand vous avez un paysage rugueux, vous allez avoir des endroits où l'air va se réchauffer un peu plus vite, et d'autres endroits où l'air va se réchauffer un peu moins vite pendant la journée. Et du coup, ça va faire de la rencontre entre l'air chaud et l'air froid. Ça va générer de la condensation, et ça va aussi générer des vents, puisqu'en fait, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et donc, l'air chaud va monter, l'air froid va descendre, et vous allez avoir comme ça des mouvements d'air, d'accord, dans l'atmosphère. Et l'air chaud, par ailleurs, peut emmagasiner plus d'humidité que l'air froid. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en gros, l'air chaud qui va monter aussi va contenir plus d'humidité. Et donc, c'est un système qui permet au paysage, enfin, qui fait que le paysage va être plus efficace pour renvoyer l'humidité dans l'atmosphère. Je vous renvoie, si vous ne connaissez pas, mais aux travaux d'Olivier Amand. Alors, Olivier Amand, il est chercheur à l'INRAE, et il a travaillé sur la notion de... Enfin, il a étudié le vivant, en fait, le fonctionnement du vivant. Et ce qu'il nous raconte dans ses livres et dans ses témoignages, il y a des conférences aussi de lui que vous pouvez trouver sur le net, ce qu'il nous raconte, c'est que le vivant ne favorise pas la performance. Si on pense que le vivant favorise la performance, c'est-à-dire qu'il faut être voilà, le plus efficient, le plus sobre, etc., et ben en fait, on passe à côté d'un truc qui est essentiel dans ce que le vivant fait depuis 400 millions d'années sur les continents, c'est que le vivant, lui, il favorise plutôt la robustesse, c'est-à-dire la capacité à fonctionner à minima dans un tas de situations différentes données. Autrement dit, plus on essaie d'être performant dans un domaine, et plus potentiellement les années où tout va bien, bah, en fait on va fonctionner, mais les autres années on va se cracher, et plus on est robuste, et plus en fait on est capable de fonctionner suffisamment bien toutes les années, quelle que soit la situation dans laquelle on va être. Et malheureusement pour l'instant, ce qui domine dans notre société, c'est pas que en agriculture, mais c'est plutôt ce que lui il appelle le culte de la performance, c'est-à-dire cette idée qu'il faut être ultra fort dans un domaine, dans un secteur particulier, versus trouver des solutions qui sont vraiment robustes. Et moi, je pense que l'avenir de l'agriculture, ça doit passer par la robustesse, c'est-à-dire faire ce que, en fait, on appelait auparavant un peu le bon sens, c'est-à-dire faire des choses qui nous permettent de pouvoir voir venir des situations différentes et être tranquille et être sécurisé. Parce que l'adaptation, c'est, on a une situation qui est en train de se dégrader, on a des conditions qui vont aller de pire en pire, tout le monde l'annonce, on commence à le voir déjà dans nos fermes, et il faudrait s'adapter au pire.
En gros, il faudrait être capable de pouvoir continuer à faire de l'agriculture dans des conditions qui vont être de plus en plus difficiles. Euh, pour moi, c'est un manque d'ambition politique que de proposer comme ambition, enfin comme projet, l'adaptation. L'adaptation, c'est pas un projet. L'adaptation, on est obligé de le faire. Si on s'adapte pas, on meurt. Donc on est obligé de s'adapter. Mais le projet, c'est pas ça. Le projet, c'est d'avoir des meilleures conditions pour demain. C'est de faire en sorte qu'on puisse transmettre nos fermes avec la possibilité pour des gens encore derrière de pouvoir faire de l'agriculture. Si on ne fait que s'adapter à des dégradations successives de nos conditions de vie et de travail, et que en fait la seule perspective qu'on s'offre, c'est de pouvoir réavoir des nouvelles contraintes dans 5 ans, dans 10 ans, parce que les conditions seront encore plus dures, bah, en fait, c'est pas vendeur, ça donne pas envie d'y aller et de se mobiliser et de le faire. Donc moi, je comprends pas cette passion pour l'adaptation. Je comprends qu'il faut s'adapter et que si on ne fait pas, bah, voilà, on va perdre nos outils de travail. Mais pour moi, le seul projet qui est valable, c'est de sortir de la situation dans laquelle on est et de s'offrir vraiment un avenir. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la situation dans laquelle on est? L'hydrologie régénérative, dans sa forme moderne, c'est né en Australie dans les années 50. C'est un agriculteur qui s'appelait Perceval Alfred Yeomans, j'adore son prénom. Et Perceval Alfred, lui, il était dans une situation un peu critique, plutôt dans la situation du manque d'eau. Donc lui, il avait plutôt cette problématique, assèchement, de plus en plus de mal à faire pâturer ses troupeaux. Il va perdre un membre de sa famille dans un incendie de broussailles quand il est jeune. Et donc il est marqué par ça, il est marqué par cette histoire. Et lui, il n'est pas dans une logique d'adaptation, sinon à un moment donné, il abandonne le troupeau et puis il se met à essayer de vendre des cactus. Son idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour que les nappes se rechargent, que mes sols soient fonctionnels, que mes troupeaux ils trouvent de l'herbe verte, enfin bref, que tout le système se remette à fonctionner. C'est ça vraiment son objectif. Et pour comprendre la pensée de Yeomans, il faut imaginer un circuit de domino. Si vous faites un circuit de domino et que vous les faites basculer, et que vous trouvez quel est le premier domino du système, bah, vous allez pouvoir faire basculer tous les dominos. Si vous faites basculer le dernier domino, bah, ça n'aura pas grand intérêt, vous aurez fait basculer un truc, mais vous n'aurez pas eu vraiment un impact global sur la dynamique de l'écosystème. Donc le grand sujet de Yeoman, c'est quoi les choses sur lesquelles, les éléments de l'écosystème sur lesquels je dois agir pour vraiment avoir un impact. Voilà, pour pas avoir l'impression de passer mon temps à faire des trucs qui, en fait, ne servent à rien. Alors, je suis un peu dans la provoque, j'ai adapté son outil, donc il a créé un outil qui s'appelle l'échelle de la permanence, que vous voyez là, et ça reproduit le schéma des dominos. Donc tout en haut, vous voyez le premier domino du circuit, puis tout en bas, vous voyez les derniers dominos. Je l'ai un peu adapté et je vous propose de vous partager deux exemples qui peuvent vous montrer pourquoi, selon moi, on ne s'y prend pas de la bonne manière aujourd'hui dans notre façon d'aborder le sujet de l'eau en général dans notre société. Tout en bas, vous voyez système d'irrigation. Alors, dans mon département, dans le département de la Drôme, par exemple, moi j'interviens, je fais des formations d'hydrologie régénérative à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Je sais bien qu'à la Chambre d'agriculture, il y a des chargés de mission qui travaillent sur la transformation des systèmes d'irrigation. En gros, schématiquement, on veut utiliser moins d'eau, c'est la demande de la société. Et donc, on va passer du système d'irrigation par aspersion, typiquement, à du goutte à goutte. Là, qui est une logique full adaptation, c'est un peu un extrême, hein. Je vous prends un exemple qui est un peu un extrême, mais c'est une logique full adaptation, d'accord? Je vais à fond dans la thématique de l'adaptation. Le but, c'est de préserver l'économie de la ferme et en même temps de répondre à la demande sociétale qui trouve que l'utilisation de beaucoup d'eau, bah, c'est pas bien. Et donc du coup, bah, j'ai répondu moi à la demande sociétale, j'ai répondu à mon besoin à court terme de pouvoir continuer à avoir suffisamment d'eau pour mes plantes. Par contre, du point de vue global de l'écosystème, bah, en fait, je suis plutôt en train même presque d'accentuer le problème, c'est-à-dire que je participe globalement aux logiques de dégradation des cycles de l'eau. Si je remonte un peu dans l'échelle et que je prends la thématique de la sélection variétale, donc on a un sujet, en fait, par exemple, typiquement dans notre département, qui est le remplacement du maïs par du sorgho. Donc, on est dans une spirale vicieuse, en fait, où en fait, on retire la végétation qui fait de l'évapotranspiration
pour aller finalement vers une accentuation des problématiques. Donc on a besoin en fait de sortir de cette logique-là, qui est une logique mortifère, de résister à la tendance à créer des paysages du désert en fait chez nous, de cultiver voilà, des plantes qui sont adaptées au milieu sec, parce qu'en fait on a besoin d'avoir des paysages qui alimentent les cycles de l'eau, on a besoin de ça. Donc là vraiment là on est face à une problématique qui est une problématique de compréhension des enjeux qui pousse tout le monde, et c'est pas que dans le domaine agricole, mais y compris aujourd'hui du côté des politiques, y compris une partie de la classe des scientifiques, qui poussent vers ces solutions qui en fait n'en sont pas. Ce sont des solutions d'adaptation, donc elles portent bien leur nom, qui ne sont pas des solutions qui permettent de construire sur le long terme. Donc voilà, voilà en gros ce que moi je dis, c'est que il faut qu'on réfléchisse autrement, il faut qu'on regarde autrement la situation et qu'on travaille non pas seulement à s'adapter, mais qu'on réserve même qu'à voilà, moi je mets 20% de notre temps et notre énergie devrait être consacrée à nous adapter et 80% devrait être à essayer de régénérer, de recréer les conditions pour la circulation de l'eau, pour tout simplement travailler le sujet sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le schéma de Yeomans, dans les éléments du paysage qui nous permettent de régénérer? On trouve le climat, l'eau, le relief, la topographie, les arbres, les haies, les couverts forestiers. Donc, c'est vers ça qu'on va aller pour essayer de trouver des manières de sortir de la situation dans laquelle on est. Alors, l'hydrologie régénérative, c'est hyper simple. Ça tient en 4 principes. Ralentir, infiltrer, stocker et évapotranspirer. Donc, moi concrètement, dans mon quotidien de travail, quand j'accompagne les agriculteurs, en fait, on fait deux choses. On fait ce qu'on appelle nous de la gestion horizontale. Donc, en fait, on va regarder la topographie du terrain, comment l'eau circule, et on a un seul but, c'est de ralentir et infiltrer toute l'eau de précipitation. Donc moi, l'objectif avec l'agriculteur avec qui je bosse, c'est simple, c'est comment on fait en sorte de ne pas dégrader, voire améliorer l'outil de travail, y compris sa rentabilité, tout en faisant en sorte d'avoir un objectif de 0 litre d'eau en sortie de parcelle. On garde tout, on infiltre tout. Donc du coup, on jongle en fonction des problématiques, excès d'eau, manque d'eau, pente, voilà, dégager des espaces pour pouvoir faire ça, etc. Donc là, il y a plein de questions, ça dépend des systèmes, ça dépend des... Voilà, mais on arrive toujours à trouver des solutions, parce qu'on est intelligent. Donc ça m'est jamais arrivé qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Parfois, elles sont pas satisfaisantes à 100%, mais souvent, on trouve quand même au moins à 80-90% des solutions. Et puis, en matière de gestion verticale de l'eau, là, on est dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'autant pour la gestion horizontale, le but c'est d'empêcher l'eau d'accélérer et donc de la ralentir et de l'infiltrer. Autant pour la gestion verticale, là, le but c'est de favoriser la circulation verticale de l'eau, à la fois du haut vers le bas, donc en favorisant l'infiltration, mais aussi du bas vers le haut, puisqu'une partie du sujet, c'est le renvoi d'humidité. Alors quand il y en a trop, ça va permettre de décharger l'écosystème en renvoyant l'humidité par le haut. Et puis, surtout, ça va alimenter les fameux cycles de l'eau verte, et ça, c'est bon pour, globalement, le climat, les précipitations, limiter les phénomènes de sécheresse et limiter les phénomènes de crue. Donc, du coup, on cherche à faire en sorte de favoriser dans